bien arrivé chez Densa, le podcast en quête des libertés à travers l'authenticité. Et pour commencer en toute sincérité, moi, Sarah Poli, avoue qu'aujourd'hui, je me sens très dépassée par la quantité de papiers administratifs, des rendus à rendre, des choses à faire pour exister en société. Et j'ai très, très, très envie qu'on puisse avoir une existence plus simple. Mais bon, d'assumer ça, c'est le but, parce qu'on est là pour être soi-même et essayer de comprendre comment faire pour être authentique dans un monde qui essaie constamment, justement, de nous formater. Et pour m'aider sur cette quête d'authenticité, j'ai invité celle qui m'a dit tout à l'heure qu'elle est très critique du concept d'authenticité. Donc, ça va être génial d'en parler ensemble. Mais elle est aussi et surtout sociologue avec une terminologie que j'ai adorée et spécialisée dans les relations. C'est quoi la terminologie déjà ? Les relations entre humains et animaux. Non, mais sociologie la sociologie interactionniste, oui, c'est un stylé, courant. c'est stylé. Et justement, du coup, spécialisée dans les relations, les rapports d'amitié et ce qui l'a amené à faire aussi une enquête sur l'amitié entre les humains et les animaux. Coucou le directeur. Et du coup, on est là ensemble pour essayer de comprendre en quoi le rapport d'amitié avec les animaux peuvent nous aider dans la découverte de nous-mêmes et notre propre authenticité. Donc, avec vous, les amis, les amours, c'est Lucie Nayak. Bonjour. Bienvenue. Merci Sarah. Merci à toi. Donc Lucie, est-ce que tu peux nous dire, bam, comme ça, comment tu te sens aujourd'hui, sincèrement ? Très bien, je suis très heureuse d'être là avec toi. Un peu intimidée peut-être par l'ampleur de ce concept d'authenticité qui est très très vaste, mais qui est très très vaste et dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais ça m'intéresse justement de m'intéresser à autre chose et d'essayer de le creuser un peu avec toi. Ok, super. Déjà, je me sens très honorée de faire cet épisode aujourd'hui avec toi parce que pour moi, parler des animaux, c'est quelque chose qui m'est très cher personnellement, depuis très tôt dans ma vie. Et on sait que ce sont des êtres qui n'ont pas une énorme place dans notre société, autant qu'individus, autant qu'êtres sensibles. Et je trouve qu'il y a de faire la place pour parler d'eux et de notre rapport avec eux et de leur authenticité et notre authenticité, l'authenticité du rapport ensemble. Je trouve que ça, c'est d'une énorme valeur et pour moi, ça me fait personnellement plaisir. Donc, merci d'être là. De rien, avec plaisir. Et peut-être qu'on peut commencer par ton opinion d'authenticité, déjà, pour qu'on mette la note dans quoi on va rentrer ensemble. Oui, je te disais tout à l'heure que, a priori, je me sens assez critique quand j'entends le terme d'authenticité, parce que j'ai l'impression que c'est un concept qui a été beaucoup galvaudé, notamment par le marketing qu'il a beaucoup utilisé. On peut penser par exemple au tourisme authentique ou des personnes qui vont aller par exemple en Inde et qui veulent découvrir l'Inde authentique. Ça veut souvent dire l'Inde pauvre. Donc c'est un concept qui peut finalement tendre à dépolitiser un certain nombre de situations. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis critique vis-à-vis de ce concept. Et puis, comme on disait quand on discutait tout à l'heure ensemble, il peut aussi rapidement devenir un peu un sauf-conduit pour s'imposer aux autres, voilà. Pour imposer ce qu'on est. Oui. Je pense que l'authenticité doit forcément, une démarche d'authenticité doit forcément s'accompagner d'une démarche de délicatesse. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu c'est pour ça que je suis a priori un peu critique vis-à-vis de cette notion, mais justement, c'est intéressant d'essayer de revenir un peu à son sens originel. Et c'est pour ça que je te remercie d'amener ces sujets, parce qu'effectivement, une des choses que j'avais envie d'aborder dans ce podcast, c'est le fait que l'authenticité n'est pas synonyme de s'imposer. Et que je considère que si tu es dans un rapport d'authenticité avec toi-même, tu es forcément dans le respect de l'authenticité des autres. Parce que si tu es obligé
t'imposer aux autres. Ça veut dire que tu es dans la dépendance de leur soumission et acceptation de ce qui t'impose, et que du coup, ce n'est plus un rapport avec soi-même, c'est un rapport avec l'environnement, c'est un rapport de dynamique sociale, et du coup, on sort justement de ce que moi j'entends par authenticité. Donc, merci d'avoir abordé ça sur la table, et du coup, davantage, dans ta quête sur l'amitié entre humain et animal, tu m'avais parlé effectivement du fait que tu croyais... que ton authenticité, autant que toi tu la connais, une fois que tu es arrivé dans ces rapports avec les animaux, tu as vu que toi, Lucie authentique, avant d'avoir ces liens d'amitié avec ces animaux-là, ne marchait pas nécessairement dans la relation avec les animaux. Donc peut-être, est-ce que tu pourrais nous faire une introduction, nous parler un peu de qu'est-ce que c'était cette enquête et en quoi effectivement ça a travaillé ton authenticité. Oui. Alors c'est vrai que je pense que pour les sociologues en général et pour moi en particulier, la notion d'authenticité peut susciter un peu de perplexité parce que, en tout cas, ça pose la question de ce qu'on est. Si on définit l'authenticité comme se présenter aux autres sans phare, d'accord, mais qui on est sans phare, en fait. Là, il faudra plus que cet épisode et que plein de podcasts pour y répondre. Et c'est vrai que d'un point de vue sociologique en tout cas, et en particulier celui de l'interactionnisme symbolique, on existe en fait, on n'existe pas en dehors des interactions qu'on a avec le monde, et donc on a d'existence que dans nos apparences successives, dans les différents types d'interactions. Est-ce qu'on existe au-delà de ça ? Je ne le sais pas, ou en tout cas, c'est pas du ressort de la sociologie. Donc voilà, ma perplexité initiale. Mais effectivement, je m'intéresse à cette question de l'amitié entre les humains et les animaux. Et la question de l'authenticité, quand tu m'as proposé de l'aborder, c'est vrai qu'elle se pose assez rapidement dans la rencontre avec les animaux. Dans la mesure où les animaux et nous ne partageons pas de langage verbal commun, la communication va beaucoup passer par le corps et par les sens. Et là aussi, et comme d'ailleurs dans nos relations entre humains, peut-être encore plus avec les animaux, les malentendus sont toujours possibles et souvent nombreux. Mon papa me disait, je fais une parenthèse, mon papa me disait quand j'étais petite, ma fille, il faut que tu saches que 98% des bagarres dans le monde, c'est à cause des malentendus. Donc surtout, essaye de comprendre ce qu'il a à dire. Oui, tout à fait. C'est le cas dans les relations entre humains, mais aussi dans les relations avec les animaux, puisque essayer de faire preuve d'authenticité ne garantit pas du tout d'être compris par l'autre, qu'il soit humain ou animaux, et ne garantit pas non plus qu'on ne va pas le blesser ou le mettre mal à l'aise. Être authentique n'empêche pas d'être très indélicat, éventuellement. Et donc, développer une relation avec un animal suppose d'apprendre sa langue, d'essayer d'apprendre sa langue, entre guillemets, même mal, ou de construire avec lui une communication propre à cette relation, comme c'est un peu le cas dans toutes les relations. Même entre humains, on parle peut-être la même langue, mais il va falloir ensuite construire une communication propre à cette relation. Et donc oui, effectivement, comme je te racontais tout à l'heure, ma façon d'être spontanément ne convient pas forcément à tout le monde, humains ou animaux. J'ai tendance à rire fort, à faire de grands gestes, à parler vite. Ah, c'est vrai, tu m'as dit que tu t'approchais dans le sanctuaire, du coup on peut peut-être introduire le cadre. Oui, tout à fait. Donc en fait, cette recherche, au départ, comme je te disais, moi je travaillais sur d'autres sujets. J'étais plutôt sociologue de la santé, du genre, de la sexualité. Puis à mesure que les animaux ont pris une place importante dans ma vie, j'ai eu envie de réorienter mes travaux de recherche vers les animaux, et en particulier les animaux dits de ferme, qui sont ceux qui ont probablement le statut le moins enviable dans notre société, puisqu'ils sont considérés comme des biens de consommation. Et donc pour travailler sur les relations entre humains et animaux dits de ferme, je ne me sentais absolument pas capable de me rendre en élevage, même si je pense que ces recherches sont importantes. C'est très important de documenter ce qui s'y déroule, mais je pense qu'émotionnellement ça n'aurait pas été possible pour moi. C'est comme ça que j'ai développé un projet de recherche sur les relations entre humains et animaux dits de ferme hors contexte d'exploitation.
Les lieux où ils ne sont pas exploités sont rares, mais ils existent et ce sont effectivement les sanctuaires antispécistes. J'ai donc réalisé cette recherche dans 2 sanctuaires, le refuge Groing-Groing en France et le refuge Le Rêve d'Aby en Belgique. Donc voilà, je ne sais plus quelle était ta question. Oui, je vais faire une parenthèse. Effectivement, pour les gens qui ne savent pas, antispéciste, ça veut dire qu'on croit, parce que moi aussi je le suis, qu'il n'a pas de hiérarchie dans la valeur de la vie et qu'une vie animale n'est pas moins valable qu'une vie humaine du fait d'être une autre espèce. Voilà les antispécistes. Oui. Voilà. Et ma question, c'était, je ne sais plus quelle était ma question. C'était comment j'ai approché les animaux. Donc effectivement, oui, c'est ça, parce que je me rappelle que tu avais dit que tu avais une façon, une personnalité comme ça, tiens, bam, 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 et que des fois, du coup, dans le cadre du sanctuaire, avec certains animaux, ça les effraie plus qu'autre chose. C'est ça, tout à fait. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que on va nouer des relations avec des individus qui nous ressemblent, qu'ils soient humains ou animaux. Hein. Dans l'amitié, les sociologues de l'amitié entre humains parlent d'homogamie, c'est-à-dire qu'on va souvent être amis avec des gens qui ont un peu les mêmes caractéristiques sociales et socio-économiques que nous, mais on l'observe quelque part aussi chez les animaux, c'est-à-dire que ma manière d'être, un peu bruyante, un peu convenait à certains animaux qui fonctionnent aussi un peu comme ça, et pas du tout à d'autres. Donc effectivement, il m'a fallu apprendre à approcher les animaux d'une manière qui permette d'établir une communication et qui leur donne pas juste envie de s'enfuir. Et si je peux faire un parallèle qui va peut-être mettre mal à l'aise certains êtres humains, mais quand tu parles comme ça me fait penser à moi dans mes voyages, le fait que j'ai vécu dans différents pays où j'ai dû apprendre différentes langues pour m'approcher à des gens qui ont une culture à la base différente de la mienne, notamment la France, où effectivement le lien émotionnel il est plus lent et plus éloigné et plus froid et tout ça. Je me rends compte aussi qu'autant que brésilienne, chaleureuse, très vite dans le rapport intimiste, ça a pu effrayer des gens et que j'ai fait aussi par plusieurs fois dans chaque pays ce travail de comprendre l'autre et du coup encore une fois le pourquoi de l'autre, les sensibilités de l'autre, l'authenticité de l'autre pour trouver l'équilibre en moi. Mais ça ne veut pas dire, parce qu'en fait, quand on parle d'authenticité, moi j'ai l'impression que les gens, ils ont, comme d'habitude, l'impression qu'on parle d'un truc figé. Alors que je crois qu'il d'exister dans le monde, c'est aussi d'évoluer et d'apprendre avec l'autre. Et du coup, ici en France, quand je m'approche d'une personne française, par exemple, c'est pas pareil que quand je rentre au bled et que je suis, par exemple, dans le bus pour aller visiter ma maman dans son village et que je me fais des potes dans le bus et que j'essaie et que je peux leur faire un bisou à la fin du voyage, un câlin, alors qu'on se connaît pas. Et du coup, ces nuances-là, je trouve qu'elles sont tout à fait aussi entre les êtres humains, tout autant qu'entre espèces. Oui, elles sont plus visibles, plus immédiatement visibles, je pense, dans la relation avec les animaux. Mais effectivement, là aussi, comme tu disais, c'est quelque chose qui peut évoluer. Donc, une première chose qui a pu être d'un grand secours pour moi au départ, c'était quand même de me nourrir des travaux en éthologie qui se sont un peu intéressés au comportement des animaux et donc d'apprendre effectivement à ne pas approcher les animaux en ligne droite, mais de plutôt procéder par des petits détours. C'est ce que font les animaux entre eux. Avec aussi. Les enfants aussi. Tout à fait. On a un rapport avec des enfants, souvent si tu vas tout droit, ça marche pas. Hein. Et même, disons, entre adultes humains, si je m'approche en ligne droite vers toi, alors tu pourras, si je te parle en même temps, tu pourras comprendre ce que je te dis et tu pourras savoir que c'est pas forcément menaçant, ou tu vas voir mon sourire, enfin des choses que tu vas pouvoir plus immédiatement décoder qu'un animal qui, lui, va plutôt redouter une agression. Oui. Éviter de fixer un animal dans les yeux, enfin ce genre de choses. Et puis je pense qu'au-delà de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est ne pas espérer passer inaperçu, mais au contraire essayer de s'investir dans la compréhension et l'adoption de la manière d'être au monde des animaux. Oui. Et du coup, tu te mets par terre, tu manges des pommes, tu fais des câlins au cochon, tu fais des siestes. Alors, effectivement, j'ai fait tout ça. C'est vrai que d'autres chercheurs ont fait la même expérience. C'était notamment l'anthropologue et psychologue Barbara Smuts, je ne sais pas comment on prononce son nom en fait, qui, pour étudier les singes, au départ, pensait pouvoir se mettre dans un coin et observer leur mode de vie dans la nature. Ça ne marchait pas du tout. Les singes voyaient bien qu'elle était là et ne comprenaient pas. Et c'est vraiment quand elle a commencé à participer aux activités que ça a pu fonctionner. C'est pareil avec les poules, par exemple, où sans prétendre
pouvoir me faire passer pour une poule, le fait de marcher un peu comme une poule en faisant des pas et en s'inclinant, il m'a semblé en tout cas que c'était quelque chose qui pouvait apaiser des poules, de voir elle a l'air d'être plus ou moins en train de picorer, c'est pas une poule, on sait pas ce que c'est, mais enfin en tout cas c'était moins menaçant. C'est reconnaissable. C'est ça. Donc d'essayer de faire un effort. En fait, on demande beaucoup dans notre société hyper anthropocentrée. On demande aux animaux de s'adapter à notre mode de vie. Et puis s'ils n'y arrivent pas, on les tue, on les euthanasie, voilà, et d'essayer de faire un peu l'inverse. Et voilà. Je pense qu'une autre chose qui aide, c'est vraiment de veiller à communiquer des émotions positives, de l'enthousiasme. C'est quelque chose qui est très facile à communiquer. Une fois qu'on a établi un peu une relation avec un animal, de l'appeler au jeu. Enfin, c'est des choses que les animaux font aussi entre eux. Il y a une chose qui est parfois décriée, c'est le baby talk, le fait de parler un peu comme un bébé aux animaux, qui peut être décrié dans le milieu antispéciste parce qui peut être vu comme une infantilisation des animaux. Mais après, voilà, pour un animal, si je dis à un animal « Bonjour, je suis ravie de te voir aujourd'hui », il n'a un peu aucune chance de comprendre quelle est l'émotion qui m'anime ni mon intention. Donc forcément que quand je m'approche de la chienne qui vit avec moi, je vais plutôt essayer de montrer un peu plus d'enthousiasme pour et ça me fait penser effectivement aussi le rapport avec les humains et les animaux domestiques. J'ai entendu quelqu'un qui a un chien qui a été récupéré dans un refuge, donc c'est un chien traumatisé pour qui les rapports n'est pas toujours facile. Et du coup, l'humain, il a des leçons pour mieux se relationner avec son chien. Et en fait, il était question, et là je trouve ça très intéressant parce que je trouve que c'est une caractéristique de la culture française, pas nécessairement brésilienne par exemple, mais à cette école, on apprend aux êtres humains de ne pas avoir peur du ridicule, justement. De parler, de donner des tonalités, de se mettre par terre, tu vois, et d'être dans ces gestes-là partout. Parce que c'est pas qu'à la maison, il faut que tu puisses rassurer dans tous les lieux sociaux. Et j'étais là, ah bon, mais en fait, il faut qu'on t'enseigne à te jeter par terre et à avoir la voix de bébé, à dire entre guillemets des bêtises, parce que pour d'autres cultures, pour d'autres gens, ça vient naturellement. Alors qu'ici, culturellement, il y a aussi cette barrière de « Attends, je me sens bien avec mon chien comme ça, mais les autres qui me regardent, j'ai l'air ridicule. » Eh ben, il faut dépasser ça pour pouvoir avancer dans sa relation avec l'animal. Et je trouve que c'est très bénéfique, du coup, pour la personne qui le fait, parce que tu te détaches aussi du regard des autres et tu te permets de vivre ce qui est important pour toi. Ah oui, non, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu soulignes parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai fait l'expérience. Déjà, avec Jo, la chienne qui partage ma vie, où je me souviens qu'au départ, dès toute petite, dès qu'elle est arrivée, qu'elle était toute petite, je me roulais par terre, je lui faisais des bisous, je me laissais lécher la figure, et je me souviens que ma mère et mon frère, qui sont plutôt des gens tolérants par ailleurs, que je pensais tolérants, mais là était dégoûté et me renvoyait l'image de quelque chose qui se fait pas quand même, de se donner en spectacle, de se rouler comme ça, alors que ça me semblait complètement naturel et authentique de ma part. Et ça, c'est quelque chose que les animaux effectivement nous enseignent beaucoup, et notamment les animaux dits de ferme, quand on se retrouve à tomber dans le trou de boue d'un cochon et qu'on se dit que finalement c'est peut-être pas très propre d'un point de vue humain, mais enfin on est bien là et qu'on va continuer de faire ce câlin avant d'aller se nettoyer, ce genre de choses, effectivement de se reconnecter avec des pratiques corporelles et sensorielles qu'on bannit le reste du temps comme n'étant pas convenables. Et là, une autre chose dans tes recherches que j'ai vu évoquer dans tes textes ou dans nos conversations, que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi cette enquête sur le rapport entre humain et animal, au-delà de dynamique d'objets, sans objectifier un animal, le consommer, l'avoir comme un produit, un fin financier et tout ça, mais aussi sans avoir un rapport de dépendance. C'est-à-dire, il a besoin de moi pour survivre et tout ça. Et ça m'a fait penser à mes rapports aux animaux, parce que j'ai jamais encore partagé ma vie avec un animal, pris ses responsabilités, sauf les moments où je suis dans une situation de sauvetage pour les aider dans ces situations-là. Mais par exemple, je fréquente le chien de ma voisine, mais vraiment en mode amitié. C'est ce qu'on se kiffe et on a envie de passer du temps ensemble, mais il n'est absolument pas dépendant de moi, ni moi de lui. Et je trouve effectivement que j'ai aussi le chat qui erre le jardin autour de la maison. Et lui, ça fait 1 an et demi qu'on se fréquente. Et il m'a appris, par exemple, qu'est-ce qui essaie de partager un espace ensemble sans forcément être dans l'interaction.
mais qu'il a vraiment une beauté. Enfin, il aime partager l'espace avec moi. Pas forcément être dans le câlin, pas forcément de jouer, mais la coprésence pour lui, c'est important et c'est ce qui nous a aidé il est très méfiant, c'est ce qui nous a aidé à construire notre intimité. Et en fait, au fur et à mesure, il me montre les petits recoins du jardin, qui c'est ces petits recoins secrets et que j'ai surkiffe parce que toute seule, je crois que je ne l'aurais pas trouvé. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce genre de relation? Oui, ça c'était ma grande surprise quand je suis arrivée au refuge. Moi, je pensais plutôt étudier les relations entre les soigneurs-soigneuses et les animaux, qui sont des relations très riches et intéressantes aussi. Mais j'ai découvert qu'il existait, que ces lieux, les sanctuaires, rendaient possible des relations qui sont assez rares, même si on peut individuellement parfois arriver à construire des relations d'amitié avec des animaux, mais des relations d'amitié entre certains animaux et certains humains qui sont pour certains des parrains et marraines des animaux, vu que ces sanctuaires, ces refuges fonctionnent essentiellement grâce au parrainage de particuliers, ou des bénévoles qui prennent l'habitude régulièrement de rentrer en relation avec tel ou tel animal. Et je pense qu'on peut décrire ces relations comme des relations d'amitié, c'est-à-dire un lien qui est vraiment uniquement électif. On va s'intéresser à tel humain ou tel animal parce qu'on lui trouve, on développe une estime pour lui, une affection, une estime. Alors bien sûr, il peut y avoir des formes de soutien mutuel, de solidarité, mais pas de dépendance. Les animaux des refuges sont effectivement dépendants des soigneurs et des soigneuses. Ce sont des animaux domestiques qui ne pourraient pas se débrouiller sans relation avec les humains. En revanche, ils n'ont pas besoin des relations avec ce bénévole qui vient les voir et qui les caresse. Mais on voit pourtant que il semble très enthousiaste quand il le voit arriver. Et les humains décrivent aussi ces relations comme extrêmement riches pour eux, comme quelque chose qui enrichit vraiment leur vie. Il me semble que les animaux sont capables d'amitié si on les place en situation de l'être. Oui. Et on pourrait du coup peut-être parler de Charlotte un petit peu et le fait effectivement de la conscientisation de l'animal comme un individu. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment quelque chose, la reconnaissance des animaux en tant qu'individus, c'est vraiment au cœur de la mission des sanctuaires, des refuges. Ces animaux qui sont considérés partout ailleurs comme des biens de consommation ou des marchandises, qui ne sont envisagés qu'en tant qu'espèces, sont au contraire dans les sanctuaires reconnus en tant qu'individus avec une histoire de vie singulière. Ils sont reconnus comme étant le produit de leur parcours de vie, comme c'est le cas des humains. Et ça s'accompagne donc d'un certain nombre de droits moraux qui leur sont reconnus, notamment celui à vivre, à ne pas être considéré comme une fin et non pas comme un moyen, à avoir accès à des soins de santé, etc. Et peut-être quelque chose à dire aussi aux gens qui nous écoutent et qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir des rapports aux animaux comme ça, mais toi qui côtoies beaucoup et moi aussi, on sait que dans une même espèce, il a des personnalités qui sont totalement différentes. Oui, exactement comme chez les humains. Mais c'est vrai que je ne le savais pas non plus avant de m'intéresser aux animaux. Bon, je pensais que entre un chien d'une race et un autre chien de la même race, par exemple, les différences étaient infimes. J'ai même pas tellement réfléchi, je dois dire. Alors que non, on a vraiment des personnalités totalement différentes. Et j'ai donc fait moi-même l'expérience de l'amitié interespèce avec quelqu'un qui s'appelait Charlotte et qui était plein de choses et qui était notamment une truie. Mais c'est en fait curieux pour moi de la décrire comme ça parce que quand je repense à Charlotte, maintenant je pense à une amie davantage qu'à son espèce, en fait. C'est ce qui est intéressant avec l'amitié, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un langage commun, des codes communs, un vécu commun, des expériences communes qui, finalement, transcendent complètement cette barrière de l'espèce. Donc Charlotte, pour t'en parler un peu, c'était, parce qu'elle n'est plus de ce monde, mais c'était une petite truie qui s'est échappée d'un élevage intensif en Bretagne. Elle a réussi à sortir à l'âge d'1 mois environ et elle a eu la grande chance de se retrouver dans le jardin d'une personne végane, une femme végane qui en a pris grand soin, qui s'en est merveilleusement occupée pendant 7 ou 8 mois.
qui a vraiment développé avec elle une communication. Elle me racontait que Charlotte faisait certains types de sons lorsqu'elle voulait son câlin de bonne nuit, certains types de sons lorsqu'elle avait faim. Enfin, il y avait vraiment toute une communication qui s'est développée entre elles. Et puis quand cette personne n'a plus pu, pour différentes raisons, garder Charlotte chez elle, elle l'a confiée au refuge Groing-Groing, où j'ai rencontré Charlotte, qui était donc une jeune truie de 9 ou 10 mois. Ce qui est déjà presque beaucoup quand on sait que normalement les cochons en élevage intensif sont abattus à l'âge de 6 mois en moyenne. Et Charlotte était très très proche des humains. Elle cherchait beaucoup le contact des humains et beaucoup moins celui des cochons qu'elle connaissait peu finalement. Elle a dû réapprendre à parler et en sa plus, les langue. choses qu'elle a dû subir entre les cochons, parce que tu m'as raconté qu'elle est arrivée avec ses oreilles mangées. Oui, ce qui lui a permis de s'échapper, c'est d'abord s'être retrouvée dans une espèce de pièce qui servait d'infirmerie, après s'être fait manger les oreilles par les autres cochons. En fait, comme les cochons en élevage intensif vivent les uns sur les autres, dans une grande promiscuité, ils tendent à devenir fous. Et on observe des comportements de cannibalisme où ils s'attaquent et se mordent entre eux. Et donc voilà, elle a appris petit à petit à nouer des relations avec d'autres cochons du refuge, mais au début, c'était pas évident. En revanche, pour les humains, les humaines, c'était assez évident de pouvoir communiquer avec Charlotte, vu qu'elle parlait déjà un peu notre langue. Elle avait appris sur nous. C'est ça. Davantage que nous sur elle. Oui, absolument. Et donc, du coup, cette relation d'amitié, elle se matérialisait dans des activités qui pouvaient avoir du sens pour elle et pour moi. Évidemment qu'avec Charlotte, c'était pas possible de parler des heures autour d'une bouteille de vin comme je peux le faire avec des amis, ou d'aller au cinéma. Encore que peut-être si elle avait été admise au cinéma, elle aurait apprécié, je sais pas. En revanche, on pouvait partager d'autres choses, comme le fait de marcher ensemble, comme le fait de partager un fruit ensemble, ou le fait de dormir ensemble, qui est faire une sieste. Enfin, dormir aux côtés finalement d'un individu, humain ou animal, c'est une expérience extrêmement intime et qui, du coup, est forcément aussi, il me semble, très authentique, puisque pour arriver à s'endormir, il faut être vraiment à l'aise. Oui. Voilà, donc c'est une relation qui était aussi, qui n'était pas fondée sur les mots, mais qui était fondée beaucoup sur les sens. D'ailleurs, j'ai un extrait d'un petit texte que j'avais écrit, et si tu veux, je peux te le lire pour donner un aperçu de ce qui permet de se relier. Je vais faire un petit son avant que ça commence. La vue, apprendre à reconnaître Charlotte, à la distinguer des autres cochons roses qui semblent tous identiques lorsqu'on ne les connaît pas. La vue de ses cicatrices aux oreilles qui témoignent de ses conditions de vie passées. La vue bouleversante de l'intérieur de son corps lorsque j'ai assisté à une opération chirurgicale qu'elle a dû subir et qui devait la sauver. Le toucher, caresser la peau de Charlotte, rugueuse sur le dos et si douce sur le ventre, et de façon troublante, si proche du toucher d'une peau humaine. Sentir son souffle sur mon bras durant nos siestes communes, et ses ongles enfoncés dans mon pied lorsqu'elle me marchait dessus par inadvertance. L'odorat. Découvrir l'odeur particulière de la peau des cochons, puis celle de Charlotte. Ne pas tellement apprécier l'odeur vaguement sucrée des cochons en général, mais être profondément ému par celle de Charlotte. L'ouïe, tous les petits sons adorables que Charlotte produisait avec son groin et celui de ses pieds frappant lourdement le sol lorsqu'elle courait vers moi. Le bruit inhabituel et inquiétant venant de sa cabane qui m'a indiqué que quelque chose n'allait pas. Ce bruit était celui de ses spasmes, de son corps cognant les parois de son box quelques heures avant sa mort. Et le goût, celui des pommes que nous partagions. C'est beau. Sur ça, Lucie, est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être, je vais changer un peu la question finale que je pose normalement. Je demande aux gens qu'est-ce qu'ils trouvent des plus authentiques chez eux. Mais pour toi, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu trouves des plus authentiques que Charlotte t'a laissé. Ouais, je pense que elle m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris d'elle
En matière de confiance en moi, en fait. C'est une petite truc qui a vécu des choses très très dures et qui avait un côté à l'aise, extrêmement joyeux et enthousiaste. Alors que je peux être quelqu'un d'enthousiaste, mais enfin aussi beaucoup me plaindre et me noyer dans un verre d'eau, dans plein de situations. Je crois que cette espèce de confiance en elle, de savoir-être au monde, quelque chose qui me nourrit beaucoup encore aujourd'hui, même après sa mort. Ok, super. Eh ben, hop. Voilà, merci beaucoup Lucie. Merci à toi Sarah. C'était très touchant. C'est des sujets, moi je resterai là longtemps avec toi. Mais on aura la chance de boire des verres toutes les deux. Oui, avec plaisir. Et je propose plus tard, si jamais il a une édition de ton étude, de ton article, on pourrait peut-être le relier dans le lien Bien sûr. de la vidéo. Oui. Comme ça, les gens qui veulent découvrir plus, ils auront l'occasion. Avec plaisir. Et peut-être aussi inviter tout le monde à venir visiter le refuge Groin-Groin. Groin-Groin à l'américaine. Groin-Groin. Le refuge Groin-Groin, oui, bien sûr. Ouais. On peut visiter lors des Happy Days, qui sont des jours de visite. Okay. Bien sûr, je peux qu'encourager tout le monde Super, à et venir. Peut-être du coup avoir cette expérience de rencontrer ces animaux. Oui. Absolument. Eh bien, ceci était le podcast d'Ensa avec moi, Sarah Poli, et mon invité, Lucie Nayak. Merci, Lucie. Merci. Vous pouvez écouter le podcast sur la radio raptz.com et aussi sur YouTube, Sarah Poli. Et n'oubliez pas que Densa est aussi des rendez-vous dansantes pour que chacun puisse se retrouver et se défouler comme chacun en a envie. Donc, pour rester en contact et savoir les prochains rendez-vous et les prochains épisodes, vous pouvez aller sur sarahpoli.com/densa et vous inscrire à la newsletter. Donc maintenant, je vais vous laisser avec le témoignage d'une copine à moi qui nous raconte ce qu'elle pense que c'est l'authenticité. Et je vous attends au prochain Densa. Ciao! L'authenticité, pour moi, c'est la perception de chacun. Donc, si toi, tu penses que c'est authentique, même si les autres, ils disent que c'est pas authentique, c'est authentique. Je trouvais ça trop mignon.